Bonjour, alors maintenant on va passer à la partie des nombres premiers entre eux. Donc on dit que deux nombres A et B sont premiers entre eux si et seulement si le PGCD de A et B est égal à 1. Donc voici la définition de deux nombres premiers entre eux. Maintenant on va voir les grands théorèmes des nombres premiers ou bien des nombres premiers entre eux. Donc soit AB appartenant à Z, donc l'identité de Bachet-Bézout. Donc l'identité de Bachet-Bézout, c'est une identité très puissante qui nous donne que si A, PGCDB égale à D, alors il existe un couple UV appartenant à Z au carré tel que AU plus BV est égal à D. Elle est très très utile. D'ailleurs, elle nous permettra de démontrer le théorème de Bézout et elle nous permettra aussi de démontrer l'existence de solutions de l'équation AU plus BV est égal à D. Donc c'est une équation diophontienne et elle admet des solutions, donc un couple de solutions UV si et seulement si, si APGCDB égale à D. Donc si APGCDB égale à D, alors elle admet des solutions, cette équation diophontienne. Donc on va voir les équations diophontiennes dans une prochaine partie. Maintenant, je suis juste en train de vous expliquer l'utilité de cette identité. D'ailleurs, on pourra même dire que c'est un lemme, puisqu'elle va nous permettre de prouver un théorème, et qui est le théorème de Bézout. Donc le théorème de Bézout de sa part, donc, alors que l'identité de Bachet-Bézout nous donne une simple implication entre APGCDB égale à D et l'existence d'un couple tel que AU plus BV égale à D, donc le théorème de Bézout est capable de nous donner une réciproque, c'est-à-dire de prouver l'équivalence dans le cas D égale à 1. Donc si APGCDB égale à 1, ceci est équivalent à ce que UV, un couple appartenant à Z au carré, il existe donc un couple de Z au carré tel que AU plus BV égale à 1. Donc on a une équivalence. Alors on va prouver ce théorème de Bézout. Alors preuve. Donc déjà un sens est trivial, donc ce sens-ci est trivial, puisque si A, PGCDB égale à 1, donc directement d'après l'identité de Bachet-Bézout, il existe UV appartenant à Z au carré tel que AU plus BV est égal à 1. Donc l'identité de Bachet-Bézout, si vous vous demandez si on va la prouver ou pas, donc on ne va pas la prouver, puisque la preuve n'est pas dans votre programme, et la preuve est assez compliquée. Donc on ne va pas dire qu'elle est compliquée, mais elle n'est tout simplement pas dans votre programme, et elle requiert des connaissances plus profondes en arithmétique. Donc, et en plus, elle n'est pas très utile, donc vous n'allez pas l'utiliser, ou bien elle ne va pas vous être utile. Donc, contentez-vous de la connaître et de l'utiliser, de savoir l'employer pour démontrer le théorème de Bézout et l'existence de solutions dans les équations diophontiennes. Donc, preuve, ce sens est direct par immédiat par l'identité de Bachet-Bézout. Pour l'autre sens, voilà, donc on va le prouver. Donc s'il existe UV appartenant à Z au carré tel que AU plus BV est égal à 1, alors donc, on doit montrer que le PGCD entre A et B égale à 1. Donc déjà on a APGCDB divise A et APGCDB divise B. Alors, d'après les propriétés de la divisibilité, APGCDB divise toute combinaison linéaire entre A et B, et en particulier la combinaison AU plus BV. Donc APGCDB divise AU plus BV qui est égal à 1. Donc APGCDB divise 1. Et voilà, donc le seul nombre positif, donc APGCDB est positif. Le seul nombre positif qui divise 1, c'est 1. Donc APGCDB égale à 1. Donc voici la preuve du théorème de Bézout. Voilà. Passons maintenant au théorème de Gauss. Donc le théorème de Gauss dit que si C divise AB et C et A sont premiers entre eux, alors C divise B. Donc la preuve de ce théorème est aussi hors programme, mais je vais essayer de vous donner une idée donc comment prouver le théorème, donc pour que vous compreniez le théorème. Donc preuve, mais entre guillemets.
Donc si C divise AB, qu'est-ce que cela signifie? Donc C divise AB, c'est-à-dire que la fraction AB sur C appartient à Z. La fraction AB sur C appartient à Z puisque C divise AB. Et on a aussi C, PGCDA est égal à 1. Donc CA sont premiers entre eux. Donc qu'est-ce que ceci implique? Ceci implique que la fraction A sur C est irréductible. Donc A sur C irréductible. Donc pour que A sur C fois B soit dans Z, et puisque A sur C est irréductible, donc il faut forcément que C divise B. Et voilà. Donc si C divise AB et APGCDC est égal à 1, alors on aura forcément C divise B. Donc voici une façon de vous montrer les choses. Donc voici comment fonctionne le théorème de Gauss. Si C divise AB et C PGCDA égale à 1, ceci implique que C divise B. Donc propriété sur les nombres premiers entre eux. Donc soit A, B, C, D, N, M des entiers relatifs non nuls. Première propriété, si A divise C et B divise C, et le PGCD entre A et B égale à 1, alors AB divise C. Donc c'est un résultat du théorème de Gauss. En effet, simplifions les choses, A divise C, c'est-à-dire que C est égal à KA, où K est un entier relatif. Et on a aussi B divise C, donc B est égal à C est égal à K' fois B. Voilà. On a aussi, donc n'oublions pas que le PGCD entre A et B égale à 1. Ceci implique que KA est égal à K' B. Or, on a donc déjà A divise K' B. Donc A divise K' B, puisque K' B s'écrit sous forme de KA. Donc A divise K' B. Et on a aussi APGCDB égale à 1. Donc par application directe du théorème de Gauss, on aura A divise K'. Et par conséquent, K' est égal à A fois K seconde, où K seconde est un entier relatif. Donc on pourra remplacer K' ici par K seconde, par AK seconde. Et on trouvera que KA est égal à K', AK' fois K seconde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Donc, K', pardon, ici. K' est égal à A fois K seconde. Donc, on remplace K' par A fois K seconde. Et on trouvera K seconde AB. Donc, KA est égal à K seconde AB. Et voilà, donc C est égal à K fois A, on l'a ici, donc C est égal à K fois A est égal à K seconde fois AB, on a bien AB divise C, voilà, donc AB divise C. Donc comme vous remarquez, cette propriété est une conséquence du théorème de Gauss. Passons à la deuxième propriété. Donc si x congrue à A modulo n et x congrue à A modulo p et n PGCDP égale à 1, alors x congrue à A modulo np. Donc cette propriété est équivalente à cette propriété-là. Donc c'est juste un changement de dérivabilité à une congruence. Donc rien ne change, c'est la même preuve. Il s'agit du même théorème exprimé différemment. Donc c'est aussi une conséquence du théorème de Gauss. Donc, comme vous connaissez la définition de la congruence, elle est liée directement à la divisibilité, alors le résultat serait immédiat par la première preuve. Troisième propriété, donc on essuie ça. Donc AC est congru à BC modulo n et CPGCDN égale à D. Donc ceci implique que A est congru à B sur modulo n sur le PGCD entre C et n. Voilà, donc n sur d, bien évidemment, appartient à n. Donc on pourra parler de modulo n sur d, puisque d divise n comme étant le PGCD entre n et c.
Voilà, donc si vous avez une expression comme celle-ci, AC congru à BC modulo N, et que vous souhaitez supprimer ou bien simplifier par le C, donc vous êtes obligé de diviser N par le PGCD entre CN, et vous trouverez que A est congru à B modulo N sur D. Donc bien sûr, pour le cas particulier où D est égal à 1, donc si D est égal à 1, si le PGCD entre N et C est égal à 1, alors A sera congru à B modulo N, puisque N sur D est égal à N sur 1 est égal à N, donc le cas sera plus simple si le PGCD est égal à 1. Passons maintenant à la dernière propriété. Donc A PGCD B égale à 1 implique que A à la puissance N, PGCD avec B à la puissance M égale à 1. C'est-à-dire que si on a A PGCD B égale à 1, donc on pourra lever à n'importe quelle puissance chaque terme indépendamment. Donc A à la puissance N et B à la puissance N, le PGCD sera toujours 1. Passons maintenant à la partie qui concerne les nombres premiers. Donc, on dit que P est premier si la valeur absolue de P est différente de 1. Donc, déjà, un nombre premier est différent de plus ou moins 1. Et on a aussi donc, tous les diviseurs de P sont l'ensemble plus ou moins 1 et plus ou moins P. Donc, on dit que P n'admet que des diviseurs propres. Donc, un nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même, et bien sûr par moins lui-même, et aussi divisible par plus ou moins 1. Donc, voici la définition d'un nombre premier. Donc, bien sûr, une définition, c'est toujours une équivalence. Donc, je ne suis pas obligé de dire que c'est une équivalence, mais ça va de soi puisque c'est une définition. Donc, je vais donner un exemple. Par exemple, 17. Le nombre 17 est uniquement divisible par 1, moins 1, 17 et moins 17. Et par conséquent, et on a aussi 17 est différent de plus ou moins 1. Donc, 17 est premier. Donc, si P vérifie ses propriétés, alors on dit que P est premier. Voici la définition d'un nombre premier. Propriété, donc soit P un nombre premier et A appartenant à Z. Première propriété, donc si P ne divise pas A, alors P, PGCD A est égal à 1. Oui, pourquoi? Parce que on a dit que P admet, donc on parle de PGCD, alors on va uniquement parler de diviseurs positifs de P. Alors les diviseurs positifs d'un nombre premier sont 1 et lui-même. Donc on a aussi que P ne divise pas A. Par conséquent, le seul diviseur restant, c'est 1. Donc le seul diviseur restant qui divise à la fois P et A sera 1. Et par conséquent, le PGCD sera 1 aussi. Voilà. Donc la deuxième propriété, on l'appelle propriété caractéristique. Donc si P divise AB, alors P divise A ou P divise B. Alors attention, cette propriété n'est valable que si P est premier. Et voilà, on dit que c'est une propriété caractéristique pour les nombres premiers. Troisième propriété, donc si P divise A à la puissance N, alors P divise A. Donc on peut la montrer d'après la propriété caractéristique. Donc P divise A à la puissance N, c'est-à-dire P divise A fois jusqu'à A. Donc A fois A fois A fois A, N fois P divise A fois A. C'est-à-dire d'après la propriété caractéristique, P divise A ou P divise A ou donc N fois ou P divise A. Donc l'union d'une même proposition et cette proposition, alors P divise A ou P divise A jusqu'à P divise A N fois, ça revient à dire que P divise A tout simplement. Voilà, donc on parvient à prouver ce résultat par propriété caractéristique. Quatrième propriété, donc c'est le petit théorème de Fermat. Donc il est très utile. Si P est premier et A appartenant à Z, alors A à la puissance P est congru à A à la puissance A modulo P. C'est le petit théorème de Fermat. On peut l'améliorer. Donc si de plus on a P, PGCD A est égal à 1, alors on pourra écrire le théorème sous forme AP-1
et ici un A. Et comme on a dit d'après la propriété dans les nombres premiers entre eux, donc si l'on veut supprimer ou bien simplifier par A des deux côtés, alors il faut s'assurer que PPGCDA est égal à 1 pour pouvoir garder P en modulo. En effet, si PPGCDA est égal à 1, alors on pourra simplifier par A à gauche et à droite, et on aura A à la puissance P moins 1 congru à 1 modulo P. Donc voici la version améliorée du petit théorème de Fermat, à condition que PGCDA soit égal à 1. Voilà, donc on passe à la dernière propriété, et c'est le théorème fondamental de l'arithmétique, et qui nous dit que tout entier relatif appartenant à z étoile privé de moins ou plus 1, donc on soustrait toujours le cas où P égale à plus ou moins 1 parce qu'on parle de nombre premier. Voilà, donc si P est non nul et P est différent de plus ou moins 1, alors quel que soit cet entier n appartenant à z étoile privé de moins 1 et 1, n s'écrit sous la forme epsilon fois pi, qui est le produit des pi alpha i. Donc qu'est-ce que ce produit? Donc les pi sont des nombres premiers, les alpha i sont des entiers naturels, et epsilon est égal à 1 si n positif, et moins 1 si n est négatif. Donc voilà, donc c'est la propriété de décomposition en facteurs premiers. Donc vous l'avez vu en tronc commun, mais pas sous cette forme-ci. Voilà la forme qui s'appelle théorème fondamental de l'arithmétique. Donc je vais donner un exemple. Par exemple, le nombre moins 48. Alors on va essayer de l'écrire sous la forme epsilon pi pi alpha i. Donc on va effectuer des divisions euclidiennes successives, comme vous aviez l'habitude de faire en tronc commun, pour déterminer l'écriture en produit de facteurs premiers du nombre. Donc divisons le nombre par 2. 48, moins 48 par 2, ça fait moins 24. Par 2, ça fait moins 12. Par 2, ça fait moins 6. Par 2, ça fait moins 3. Et par 3, ça fait, donc par moins 3, ça fait 1. Et voilà, donc moins 48 s'écrit sous la forme moins 3 à la puissance 1 fois 2, 4 fois, donc 2 à la puissance 4. Voilà, donc ça c'est le produit. Donc epsilon est égal à moins 1 dans ce cas. Et c'est le produit des PI. Les PI sont respectivement P1 égale à 3, P2 égale à 2. Donc voici nos nombres premiers PI. Et les alpha I sont respectivement, donc alpha 1 est égal à 1, donc la puissance, PI à la puissance alpha I. Donc alpha 1 est égal à 1, et alpha 2 pour 2 est égal à 4. Voilà, donc on a décomposé le nombre 48 d'après le théorème fondamental de l'arithmétique, qui nous dit que tout entier relatif différent de moins ou plus 1 est non nul et décomposable en produit de facteurs premiers. Passons à un exercice classique, donc un grand classique des nombres premiers. Donc on nous demande de montrer que l'ensemble des nombres premiers est infini. Donc déjà pour votre information, l'ensemble des nombres premiers est noté P. Donc on le note grand P, l'ensemble des nombres premiers. Donc montrons qu'il est infini. Alors pour prouver cette question, donc il faut raisonner par l'absurde, c'est-à-dire de supposer que l'ensemble des nombres premiers P n'est pas infini, c'est-à-dire qu'il est fini. Donc supposons qu'il est fini, supposons que P est fini. Qu'il est fini. Alors, s'il est fini, alors il existe forcément un nombre fini de nombres premiers, P1 jusqu'à Pn. Alors il existe un n appartenant à n étoiles, un n appartenant à n étoiles, tel que l'ensemble P s'écrit P1 jusqu'à Pn. Voilà, donc il est fini de cardinal n. Donc s'il est fini, alors il a forcément un cardinal qu'on va noter n, et l'ensemble s'écrira sous la forme P1 jusqu'à Pn. Voilà. Donc pour prouver cela, il faut qu'on pose. Donc on va considérer, ou on pose
un nombre petit p est égal au produit de i égale à 1 jusqu'à n de dpi. Donc, on va poser p est égal le produit de i égale à 1 jusqu'à n des nombres premiers pi plus 1. Voilà, plus 1. Donc, ce nombre p est un entier relatif. Voilà, c'est un entier relatif. Par conséquent, il est divisible au moins par un nombre premier. Donc, d'après le théorème fondamental de l'arithmétique, tout nombre différent de 1 et moins 1 est non nul. Bien sûr, il est sous forme produit de nombres premiers qui sont tous différents de plus ou moins 1 et 0. Donc, il est forcément strictement supérieur à 1. Alors, il admet forcément une décomposition en facteur premier, d'après le théorème fondamental de l'arithmétique. Et par conséquent, il existe un nombre premier qui divise P. Donc, il existe un nombre premier qui divise P. Or, l'ensemble des nombres premiers est fini. Alors, ce nombre premier qui le divise appartient forcément à l'ensemble grand P. Donc, il est forcément l'un des nombres premiers de 1 à n. Donc, il existe un I appartenant à l'ensemble 1n. Donc, il existe un PI parmi les P1 jusqu'à Pn, tel que PI divise P, divise le nombre. Voilà, donc PI divise P. Et on a dit que P, c'est le produit de I égale à 1 jusqu'à n de PI plus P, plus 1, pardon. Donc, voilà, on a PI divise le produit plus 1. Et on a aussi donc, le produit des PI. Donc, pour distinguer entre ce I et le produit, il est de préférence de noter PK pour qu'il n'y ait pas confusion entre le K, donc l'indice à l'intérieur du produit, et le PI choisi diviseur de P. Voilà. Donc, PI, il est entre 1 et n, donc il est forcément un terme dans le produit. Voilà, donc le produit s'écrit sous la forme le produit des PK, c'est-à-dire le produit P1, P2, jusqu'à, et on va forcément trouver le PI à l'intérieur du produit, puisque I appartient à un n, donc on va trouver PI, voilà, et on va continuer jusqu'à Pn, donc voilà, le produit s'écrit de cette manière. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de cela? On déduit que le produit, donc P1, P2 jusqu'à PI jusqu'à Pn, donc PI divise ce produit, puisque PI est un terme de ce produit, alors PI divise le produit de n, de k égale à 1 jusqu'à n de PK, voilà. Donc, de 1 et 2, donc P divise le produit et P divise le produit plus 1, donc P divise toute combinaison linéaire, je dis PI divise toute combinaison linéaire entre 1 et 2. Donc, PI divise le produit plus 1 moins le produit. Voilà, donc PI va diviser le produit k égale à 1 jusqu'à PK plus 1 moins le produit. Voilà, donc on aura une simplification des produits de part et d'autre. Et on aura enfin que PI divise 1. PI est un nombre premier positif. Alors les nombres premiers sont positifs. Bien sûr, on raisonne sur des nombres qui sont positifs. Donc PI est égal à 1. Voilà, donc on a abouti à une absurdité, puisque PI est un nombre premier. Donc, supposons même que PI divise 1, supposons même que PI est négatif. Alors PI serait égal à plus ou moins 1. Donc PI est égal à plus ou moins 1, c'est absurde, parce que d'après la définition des nombres premiers, un nombre premier est différent de plus ou moins 1. Or, on a abouti à ce que PI est égal à plus ou moins 1, donc c'est absurde. Absurde. Et voilà, donc en raisonnant par l'absurde, donc on a commencé notre raisonnement, l'ensemble des nombres premiers est fini et on a abouti à une contradiction. Donc, par l'absurde, l'ensemble des nombres premiers est infini. Donc voilà pour ce classique qui est très très intéressant et très utile pour les nombres premiers.